Le roi Arthur. Rien que ce nom, et tout de suite on a des images qui viennent en tête. Des épées magiques, des chevaliers en armure, un royaume de légende, Camelot. C'est une des figures les plus connues de notre culture. Mais derrière le mythe, est-ce qu'il y a une réalité? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Voilà la grande question, n'est-ce pas? On va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre comment un chef de guerre, peut-être totalement obscur, a pu devenir ce roi légendaire qu'on connaît tous. Allez, c'est parti, on plonge. Bon, notre enquête commence par là, la recherche de l'Arthur historique. Pendant des siècles, les historiens ont retourné la moindre pierre, fouillé le moindre parchemin pour trouver une preuve de son existence. Mais ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas trouvé, eh bien ça en dit très long. Et là, on tombe tout de suite sur un premier obstacle, un obstacle de taille. Les toutes premières mentions écrites d'Arthur, comme dans un texte appelé l'Historia Britannum, elles datent de plus de 300 ans après l'époque où il est censé avoir vécu. On parle de la fin du 5e, début du 6e siècle. 300 ans, c'est un gouffre. Alors voilà, en gros, à quoi se résume le débat? D'un côté, on a quelques textes du Haut Moyen-Âge qui le décrivent comme un chef de guerre, un dux bellorum, qui aurait gagné une série de batailles assez incroyables. Mais de l'autre côté, c'est le silence. Un silence assourdissant. Des historiens de l'époque, comme Gildas, qui a pourtant écrit sur la bataille de Badon, une des victoires d'Arthur, ne le mentionnent jamais. Idem pour le grand historien Bède, et sur le terrain, rien. Zéro. Aucune trace archéologique. Cette citation de l'historien David Dumville, elle résume parfaitement le consensus chez les spécialistes aujourd'hui. Sans preuve solide, l'Arthur historique reste un fantôme. La piste s'arrête net. Alors, si Arthur n'était pas un vrai roi, d'où sort cette légende si puissante? On va donc laisser tomber les archives pour ouvrir les livres, parce que c'est là, en littérature, que notre roi est véritablement né. Et pour ça, on peut remercier un homme en particulier, Geoffroy de Monmouth. C'est assez fou quand on y pense, mais au XIIe siècle, cet ecclésiastique a écrit un livre qui a pris les quelques vagues mentions d'un guerrier nommé Arthur et qui en a fait une saga qui a fasciné toute l'Europe pendant des siècles. Et là, il y a un mot crucial à retenir, fantaisiste. Il faut bien comprendre que l'Historia Regum britannique n'était pas de l'histoire, pas comme on l'entend aujourd'hui. C'était une œuvre littéraire, une création brillante, le véritable best-seller de l'époque médiévale, qui a forgé l'image d'Arthur pour toutes les générations à venir. Regardez bien cette liste, c'est tout simplement incroyable. Presque tout ce qu'on considère comme essentiel dans la légende d'Arthur vient de ce seul et unique livre du XIIe siècle. Uther Pendragon, Merlin, Excalibur, Guenièvre, Mordred, Avalon. C'est Geoffroy qui a assemblé toutes ces pièces pour créer le premier récit complet et cohérent de la vie d'Arthur. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Geoffroy. Pas du tout. La légende a fait ses valises, elle a traversé la Manche pour arriver en France. Et là, les poètes et les romanciers lui ont donné une toute nouvelle allure. L'Arthur des premières légendes galloises, et même celui de Geoffroy, c'était un héros d'action. Un dur, il était au cœur de l'histoire, un roi guerrier qui menait ses troupes en personne et qui allait lui-même chasser les monstres. Et ça illustre parfaitement le changement radical. Dans les romans français, Arthur est presque mis sur la touche. Il devient une figure plus passive. L'attention se déplace de lui vers ses chevaliers. Il devient ce roi qui préside la cour, mais qui ne participe que très rarement aux aventures. C'est à cette époque, grâce à des auteurs comme Chrétien de Troyes, qu'apparaissent certains des éléments les plus célèbres de la légende. Lancelot, son amour tragique pour Guenièvre, la fameuse quête du Graal et toute l'importance donnée aux chevaliers de la table ronde. L'histoire n'est plus celle d'un roi, mais celle d'une communauté de chevaliers et de leurs idéaux. Et la légende a continué son chemin. Elle a continué d'évoluer, de s'enrichir au fil des siècles pour devenir le mythe incroyablement complexe qu'on connaît aujourd'hui. Cette chronologie résume parfaitement le parcours. On part d'un possible guerrier quasi anonyme au VIe siècle. Puis vient la création littéraire de Geoffroy, ensuite l'embellissement par les Français. Chaque époque a ajouté sa propre couche, sa propre couleur à la légende. Ça, c'est une étape absolument cruciale. Sir Thomas Malory, en 1485, a rassemblé toutes les différentes histoires françaises et autres sources pour créer une seule et grande œuvre complète en anglais. C'est devenu la version de référence, celle qui a inspiré la quasi-totalité des adaptations modernes, que ce soit les livres ou les films. Ce qui nous amène à la question finale, et peut-être la plus fascinante. Pourquoi cette histoire, qui finalement n'a que peu de racines dans la réalité historique, continue de nous captiver après plus de 900 ans? Eh bien, ces récits sont devenus ce que les spécialistes appellent la matière de Bretagne. C'est en quelque sorte un mythe fondateur, un ensemble d'histoires qui a aidé à forger une identité nationale pour la Grande-Bretagne. Un univers partagé bien avant qu'on ne parle d'univers cinématographique. Au fond, que l'homme Arthur ait existé ou non, ça n'a presque plus d'importance. Il est devenu un symbole d'espoir, de leadership, d'un idéal de justice qui semble toujours à portée de main, mais jamais tout à fait atteint. La légende promet qu'il reviendra un jour, quand on aura le plus besoin de lui. Ce qui nous laisse avec une dernière question assez poignante.
Pourquoi a-t-on toujours l'impression d'attendre son retour ?